Bienvenue dans ce nouvel épisode de Makerside, le podcast des créateurs de Side Project. Toutes les 2 semaines, je pars à leur rencontre pour comprendre comment ils se sont lancés en parallèle de leur job, mais surtout pour décortiquer leur projet. De la création du produit jusqu'au premier client, on vous donne toutes les clés pour vous lancer rapidement en parallèle de votre activité. Je suis Amine Bouassoun, le cofondateur du Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur samedi.club. Aujourd'hui, je reçois Ben Hyssen, freelance et créateur de Super Créatif et puis finalement de plein de projets ou de side projects pour Super Créatif. Ben, je suis très content de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Amine. Je suis très content de t'avoir parce que je t'ai connu il y a à peu près 1 an et je te voyais sur Internet faire un certain nombre de projets et notamment tes vidéos YouTube que j'apprécie beaucoup. Tant sur la forme que sur le fond. Je trouve que tu arrives à exprimer ta personnalité à travers de tes vidéos sans faire de vidéos un peu standard ou professionnelles, ce que j'ai du mal encore à faire. Donc, je Tu me suis très content de sauces. te recevoir. Tu me sauces là. Et c'est le Merci. début du podcast, je suis obligé après. Et après, on rentre dans le vif du truc. Voilà. Ok, ça marche. Non, mais c'est super cool. On va parler aussi d'un concept sur lequel tu communiques en ce moment, sur lequel tu as écrit un article, tu as fait une vidéo là-dessus, mais on va en parler en détail. Est-ce que dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bah ton intro elle est bien. Donc je m'appelle Ben. Je fais des produits en ligne. Je suis fondateur de ce projet qui s'appelle Super Créative, qui et l'idée de ce site, c'est c'est de pousser les gens à être super créatifs, c'est-à-dire de pousser les gens à pouvoir vivre de leurs idées, de leur créativité. Et, et pour ça, je partage donc des ressources, j'écris des articles, je fais des outils, pour les souvent c'est pour des freelances. Les gens qui veulent vivre de leur créativité, souvent ils se mettent en tant qu'indépendant, en tant que freelance. Et donc sur mon site Super Créatif, je partage, voilà des outils, des vidéos, des challenges, heu, pour pousser les gens à être super créatifs. Et pour rendre le truc un peu plus, concret, moi j'ai identifié que pour atteindre ce stade super créativité, il y a, 5 étapes, et qu'en fait, il y a plein de gens qui sont bloqués à la première étape déjà, c'est l'étape où les gens disent qu'ils ont pas d'idées. Donc pousser les gens à avoir des idées, c'est la première étape. Ensuite, tu as tous les gens qui disent qu'ils ont des idées, mais qui ne créent pas, qui ne font rien. Donc là, encore plein de gens. Pousser les gens à passer d'une idée à l'exécution. Là encore, plein de travail à faire, psychologique, sur plein d'aspects différents. Ensuite, tu as tous les gens qui créent, mais qui ne publient rien, qui ne partagent rien, qui ne vont pas à l'étape de finir et puis de shipper. Donc là encore, plein de travail à faire. Ensuite, tu as 4e étape, pouvoir monétiser son travail, pouvoir et ça pour moi, c'est un peu un une position, que j'ai prise de me dire: «Bah, si tu peux monétiser ton travail, tu peux commencer à en vivre» et pour moi, c'est important de pouvoir vendre son travail. C'est pas forcément, important pour tout le monde, mais pour moi, ça l'est. Et en dernière étape, donc tu as tous les gens qui monétisent, mais qui n'arrivent pas à forcément en vivre à long terme. Et ben, c'est créer un système qui permet de pouvoir, vivre de tes idées à long terme. Et donc sur chacune de ces étapes, est-ce que je peux, moi, les questions que je me pose, c'est: «Est-ce que je peux écrire des articles? Est-ce que je peux faire des vidéos? Est-ce que je peux faire des outils qui poussent, les personnes à l'étape, je sais pas 2 qui à l'étape 3?» Donc voilà, je me préoccupe, de ça, dans mon quotidien, voilà. Ok. Bah écoute, tu sais, l'idée un peu du podcast Makerside, aujourd'hui on a une dizaine d'épisodes à peu près. Et à chaque fois, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut aider des personnes qui nous écoutent à lancer des projets, à lancer des side projects. Ouais, Donc ça veut dire que les personnes qui nous écoutent sont soit salariés ou freelance,
ou même parfois ils ont déjà une boîte, et c'est-à-dire qu'ils sont entrepreneurs, donc ils ont une boîte qui marche. Et l'idée, Ouais. c'est comment est-ce qu'en parallèle de tout ça, on peut lancer des projets. Et justement, toi, tu as conceptualisé, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, tu vas nous l'expliquer un peu en détail, mais en tout cas, quelque chose autour du fait d'être freelance et d'avoir un écosystème autour de soi, Ouais. d'avoir un projet, des projets autour de soi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Complètement. Bah, donc c'est pendant la pandémie, le début de Covid. Moi, donc j'étais designer freelance, je faisais des sites, et là, je me rends compte que bah, il va y avoir moins de clients, c'est un peu la merde. Et donc, il faut que je me bouge. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a dans les gens que j'admire beaucoup, que peut-être tes auditeurs connaissent, Peter Levels, qui d'autre, le fondateur de ConvertKit, Nathan Barry, tous ces gars commencent en tant que freelance, partagent ce qu'ils apprennent avec des cours, des formations, des blogs, et puis se mettent à faire des produits en troisième étape. Euh, et en fait, ça me paraît évident qu'il y a un fil rouge. Et donc, j'ai écrit un article qui s'appelle l'hyper freelance, où je voilà, conceptualise le truc et je rends concret ces étapes. Je dis, bon, ouais, eh ben, on commence en tant que freelance. En tant que freelance, on comprend les besoins récurrents, les problèmes à résoudre de nos clients. On se fait une expertise. Ensuite, on partage tout ce qu'on fait avec l'éducation. Donc, on passe de freelance à éducation. Avec la partie éducation, on se crée une communauté, enfin, peut-être pas une communauté, mais en tout cas une audience. Euh, en fait, c'est tout con, le moment où tu commences à faire des cours, et ben, presque par défaut, les gens te voient comme expert, même si finalement, tu n'en sais pas grand-chose. Ce qui t'aide vachement à trouver encore plus de clients. Donc, tu as un cercle un peu vertueux là-dessus. Et une fois que tu as cette audience, que tu comprends vraiment ton sujet parce que tu l'as enseigné, tu peux faire tu te mets à faire des produits digitaux ou pas, mais écrire un e-book, faire un petit SaaS, voilà, tu as tous les produits digitaux sur lesquels toi tu parles aussi dans ton podcast. Tu peux construire, monter, et en fait qui te soustrait un peu de l'équation et qui te permet d'avoir un revenu passif et de t'éclater, et d'aider encore plus de personnes euh, parce que voilà, c'est un produit et t'as pas besoin d'être là. Donc j'ai écrit cet article qui a vachement résonné avec plein de freelances. Ouais. Et donc euh, là, étant donné que ça prend pas mal d'ampleur, je me suis lancé dans l'élaboration d'un livre que je veux lancer en 2022, euh, qui résume, enfin qui donne vraiment des clés, un livre très pratique qui se lit en 2 3 heures sur comment passer de freelance à hyper freelance, euh, comment productiser son service, comment faire des formations souvent les gens qui se mettent à faire des formations ou se mettent à faire des blogs ou partager ce qu'ils apprennent, enfin c'est hyper chronophage, donc comment garder une vie normale en faisant toutes ces choses-là, et ensuite comment lancer des produits. Euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est lancer des produits en 2 semaines, Ouais. des tiny products en 2 semaines. Et donc, comment faire ça, pareil, sans comment on dit quand on n'a plus d'énergie, on est burned out, ouais, voilà, sans burn out. Ok. Euh, donc voilà, c'est un peu ça, un des projets fun que j'ai pour 2022, c'est écrire ce livre-là. D'accord. Donc, hyper freelance, avec une brique freelance, justement, où on va Voilà, vendre ses services conseil, à des voilà. clients, on va vendre son temps. Une autre brique éducation, où on va, ça veut passer par du blog, par de la formation en ligne, c'est ça? Complètement.
Et effectivement, la partie produit. Donc si je résume, hein, c'est la partie produit. On va vendre soit des produits digitaux, comme tu as pu le faire, et on va rentrer dans le détail, ou soit créer un SaaS. Et évidemment, tout ça de manière assez cohérente finalement, parce qu'en fait, tout ça est en lien avec ce qu'on fait. Et bah, c'est des boucles en fait qui te ramènent soit de nouveaux clients, soit de nouveaux apprenants quand c'est des formations, ou des nouveaux utilisateurs. Exactement. Et Ok. donc, moi, mon expérience, c'est que j'ai écrit ce truc. Je me suis dit, punaise, génial, ça, les gens trouvent ce concept génial, mais moi-même, je ne le suis pas. Donc, j'ai passé vraiment 2020 à vivre la vie d'hyperfreelance, Ouais. et même le début de 2021, là, c'est-à-dire à faire les trois en même temps, à lancer ma formation, à lancer mes produits, euh, et, et, euh, et à arrêter un peu les clients parce que j'en faisais beaucoup et, et donc j'ai vécu ça sur un an Ouais. et j'ai appris plein de choses. Voilà. Et justement, c'était quoi la première brique que tu as posée par rapport à Hyper Freelance? La première brique que j'ai posée, c'est une formation. J'ai fait une Une formation formation. sur Webflow, un outil que je connais très bien, et je me suis donné un mois pour élaborer un cours Webflow en anglais, en cohort-based course, donc sur un truc en ligne où j'aurais 10 apprenants et ils commenceraient le mois avec une idée et finiraient le mois avec leur propre site. Ok. Et donc voilà, un mois d'élaboration de ce cours, puis un mois de cours. Ça m'a pris 2 mois en tout. Et je facturais le cours à 500 euros, je crois. Voilà. Et donc, bon deal, quoi. Et puis j'ai appris plein de choses. Euh, mais donc ça, c'était le premier truc. Puis 2, 3 mois après, j'ai lancé le Notion Pack. 2 mois Attends, après. qu'est-ce que t'en tires de cette expérience déjà du cohort base, c'est-à-dire des Ouais, cours, et des gens ben qui vont que suivre en même temps que toi? alors c'était vraiment au tout début de cette tendance-là de faire des cours un peu en synchrone plutôt qu'en asynchrone, parce que l'idée c'est que euh, les cours asynchrones finalement on les suit jamais vraiment. Il faut rencontrer les autres élèves pour être impliqué, pour vraiment apprendre et faire des exercices ensemble. Donc moi j'étais très convaincu de cette vision-là. Sauf que en théorie c'est super, en pratique, en effet, les apprenants euh, trouvent l'expérience plus sympa, mais en pratique pour l'enseignant, c'est 2, 3 fois plus de travail. Tu peux pas faire d'autre chose en parallèle que le cours. Ce qui du coup ne rentre pas dans la vision d'hyperfreelance où en fait tu as aussi des clients, tu as aussi des produits à gérer. Et donc dans mon cas, c'était pas adéquat. Euh, voilà. C'est Et ouais, comment est-ce que tu pourrais parce que tu vois moi aussi j'ai commencé par le cours en ligne. D'ailleurs, quand on s'était rencontrés à ce moment-là, ouais, on en discutait. Mais moi, j'ai lancé une première formation en ligne que j'ai pré-vendue et ensuite que j'ai réalisée. Et donc là, c'était en asynchrone, c'est-à-dire que les gens pouvaient regarder les vidéos quand ils le souhaitaient. C'était sur l'automatisation marketing. J'étais plutôt content de ce lancement. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai évolué. Tu vois, ce cours existe toujours, mais tu vois, je me dirige justement vers un cohort-based cours où en gros, j'aimerais bien. Bah là, je lance un bootcamp euh, sur différents sujets, mais en tout cas, je lance un bootcamp où les gens vont pouvoir se rencontrer, échanger ensemble, poser des questions en live. C'est vrai que c'est une approche assez différente. Donc j'expérimente tout ça en ce moment et je te ferai un feedback pour voir comment bah, est-ce que dans la j'ai vécu le communauté truc. un peu tech française, de gens qui se lancent dans des formations bootcamp, etc. J'étais un peu un des premiers dans la vague. Mais en fait, je fais aussi un des premiers réfractaires et un des premiers, je pense. Et donc souvent, on m'appelle, on me dit, bah en fait, il paraît que tu as fait un bootcamp, mais tu vas peut-être pas en refaire. Pourquoi, etc. Et souvent, je dis juste que voilà, ça prend trop de temps. Et Hmm. moi, j'ai envie de faire d'autres choses. Euh, donc moi, ça me rentre pas forcément dans ma vision du truc. Ouais. Euh, voilà, mais je pense quand même, hein, enfin, moi, idéalement, du coup, un cours, une formation,
je l'enregistre, je la prépare pendant 2 semaines, puis je la Mhm. lance sur un truc comme Skillshare, je sais pas quoi. Euh, et c'est une expérience comme une autre, mais je suis d'accord qu'il y a quand même plein de trucs à faire côté communauté pour créer des synergies entre les élèves, pour les challenger à faire, euh, à créer un site en un mois. Il y a quand même plein de trucs à faire. Mais dans la forme d'un cours, pour moi, je trouve que ça prend trop de temps. Voilà. Mhm. Ouais. Ouais. À voir comment est-ce qu'on peut trouver le meilleur, le compromis, tu vois, trouver le meilleur format. Mais effectivement, et du coup, toi, tu penches vers lancer un nouveau cours, par exemple, en vidéo? Ouais. Déjà, Ouais. là, je donne un cours dans l'université où j'étais à Barcelone qui s'appelle ESAD. Je donne un cours un mois sur faire son portfolio, là en septembre. Donc ça va être intéressant. C'est la première fois que je donne un cours en présentiel à 40 élèves. Euh, donc ça, c'est un cours. Je pense que je vais après euh, packager un peu toutes mes expériences d'hyper freelance, etc., pour en faire aussi un autre cours, mais en asynchrone, pareil, je ferai en 2 semaines. Euh, donc ouais, forcément, j'ai envie d'en faire parce que je pense que j'ai des choses intéressantes à partager qui pourraient, euh, voilà, être utiles à d'autres personnes, quoi. Mm. Donc c'est pas comme si je mettais un gros blocage là-dessus. C'est juste que dans la forme cohort-based course, ça me va pas trop. Mhm. Ouais, et puis après, c'est totalement cohérent avec les autres articles que tu as évoqués, notamment les tiny products, Ouais, où tu vas sortir des petits produits assez rapidement. Et ouais, tu vois, c'est totalement cohérent de se dire, bah, je bloque 2 semaines, je fais ça pendant 2 semaines, et ensuite, j'essaie de le vendre. ouais. Donc, ça rentre dans l'hyper-freelancing. Et ensuite, bah, justement, tu es passé à la partie produit, où tu as lancé un, comment dirais-je, un produit digital qui est donc sur Gumroad. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu d'ailleurs les vidéos, moi aussi, je me suis fait un mini challenge où en gros, j'essaie d'explorer une nouvelle plateforme, qui est la plateforme Gumroad, enfin nouvelle puisque je la connaissais pas forcément, dans laquelle j'essaye de vendre des produits digitaux, c'est-à-dire partir de l'idée, quel produit on va vendre. Pour ceux qui ne connaissent pas, sur Gumroad, on peut trouver un peu de tout, hein. Tu me diras, Ben, ce que tu as pu voir là-dessus, mais il y a de tout. Il y a des maquettes de sites internet, il y a des kits de son pour ceux qui veulent faire des prods ou de la musique, il y a des illustrations, enfin bref, il y a un peu de tout. Il y a même des gens qui utilisent Gumroad pour vendre des produits physiques. Et du coup, donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi, sur ton expérience sur Gumroad et sur le produit que tu as lancé? Moi, j'adore Gumroad. Je trouve que c'est un outil super simple à prendre en main, super bien foutu, qui fait ce qu'on veut qu'il fasse, c'est-à-dire juste vendre un produit en ligne de façon super simple. Mhm. Euh, je suis un grand fan du- d'une des features qui est l'affiliation. Mhm. Que j'ai pas mal utilisé au début du Notion Pack avec Marie Poulain et d'autres personnes qui étaient pas mal dans la communauté Notion pour vendre mon produit. Euh, ouais, je suis un grand fan de cet outil. Euh, je suis un grand fan. Je sais pas quoi dire d'autre. Si, à part que là le produit que j'ai donc lancé, le Notion Pack, pareil, c'était un tiny product, donc ça m'a pris 2 semaines à faire. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repackagé tous les documents que j'utilisais sur Notion pour collaborer avec mes clients, c'est-à-dire proposition commerciale, facture, euh, euh, quoi d'autre, tous les documents un peu admin que j'utilisais avec mes clients. J'en ai fait des templates sur Notion. J'ai vendu tout ça dans un bundle. C'était un peu le premier pack de templates qu'il y avait. Avant, c'était des templates individuels qui se vendaient. Donc là, j'ai mis un prix un peu plus élevé de 78 $. Et j'ai lancé ça sur Product Hunt. Ça a eu 1000 upvotes. Deuxième produit de la semaine, ça a fait une super sortie. Je pense notamment du fait que j'avais fait une belle landing page. Souvent sur Product Hunt, ça marche. C'est comme ça qu'on a des upvotes. Quand un produit semble assez euh, concret et bien packagé, souvent c'est comme ça qu'on perce. Et du coup, euh, voilà, après,
ça va faire 1 an qu'il est en ligne. Je fais toujours 1 à 2 ventes par jour, ce qui est beaucoup. Là, je suis Mhm. à 600 ventes et donc 40 000 dollars de ventes. Donc, ce qui était une des sources premières de mon revenu cette année. Ce qui est dingue parce que c'est du revenu passif. Donc c'est pour ça que je pousse plein de personnes à faire la même chose, quoi. Parce que c'est euh, c'est presque trop beau pour être vrai, quoi. Ouais. Euh, Et c'est quoi les points de vigilance là-dessus sur ce type de projet quand tu as lancé ouais. ce Notion Pack? Déjà, alors il y en a plein. Et ça, c'est une super question. Je pense que déjà, le gros truc, c'est on se lance. Enfin, surtout, je pense dans tes auditeurs, on a tendance à se lancer dans des projets qu'on finit jamais. Et là-dessus, notre grand ennemi, c'est notre propre cerveau, c'est de se dire, voilà, juste finir ce qu'on commence et avoir une deadline bien précise de, tiens, je finis ce que j'ai commencé dans 2 semaines. Je pense que c'est déjà bon allié de se mettre une deadline. Donc, ça, c'est un gros point. Euh, un autre truc, c'est juste de faire quelque chose qui, en fait, répond aux besoins vraiment de personnes. Et là, le meilleur moyen de ne pas faire ça, c'est répondre à son propre besoin ou d'une personne qu'on connaît très bien. Pour moi, c'était ma mère. Ma mère m'avait dit, bah, j'ai en effet vraiment besoin de ça. Et pour valider que c'était vraiment le cas, j'ai fait des préventes. C'est-à-dire que j'avais absolument pas construit le produit. Je l'ai mis en prévente. J'ai fait genre 10 préventes à moitié du prix. Et là, je me suis dit, waouh, ok, les gens achètent un truc que j'ai même pas fait. Donc, en l'occurrence, ouais, il y a un vrai besoin. Ça m'a enfin, ça m'a renforcé l'idée qu'il fallait que je le fasse. Et donc, voilà, son allié sur ce deuxième problème, c'est de prévendre et de rembourser si en fait il y a pas d'intérêt, pas de faire des promesses fumeuses non plus. Euh, mais pour moi, c'est un super, ouais, c'est vraiment une super arme de prévendre. Donc, Ouais. se mettre une deadline, prévendre, et puis quoi d'autre comme truc qui ferait que ça marche pas? Ouais, build it and they will come. L'idée que tu crées un truc et ensuite tu fais pas la promo, euh, voilà, c'est casse-gueule. Donc, se dire, bon, bah, où est-ce que je vais lancer mon produit? Un exemple concret, c'est que moi, j'ai commencé à faire les, euh, le truc Product Hunt, les images Product Hunt, avant même que j'ai fait le produit. Enfin, ou par exemple mes vidéos YouTube, je vais commencer par faire le thumbnail, je vais commencer par faire le titre, et ensuite je fais la vidéo. Euh, je pense que c'est se mettre dans cet esprit de distribution first, comment je vais partager mon produit et ensuite le faire et ensuite je pense que c'est le bon état d'esprit parce que on arrive dans une époque où tout le monde peut construire des trucs, donc bien savoir le vendre, ça devient clé, quoi. Ouais. Est-ce que tu as des exemples de choses que tu as testées, mais que t'as pas lancé, tu vois? Tu disais par exemple, j'ai fait une landing page, j'ai fait des préventes. Est-ce que tu as des Ouais, exemples où tu arrêtes des projets? Est-ce que tu peux nous plein, partager comment tu prends la décision de dire, bah non, ça vaut pas le coup de continuer? Tu vois, parce que plein, souvent, trop. Ouais, le problème, c'est qu'on tombe amoureux de ses idées, quoi. On se dit, ah ouais, c'est une super idée. Au final, complètement. Bah, enfin, ma vie est composée de trucs comme ça. Donc, j'ai sans rire une centaine de projets que j'ai ouais, commencé et que j'ai jamais fini. Et ça, depuis que j'ai 16 ans. Donc, ouais. enfin, ça va faire ouais, 8 ans enfin, continuellement, je fais des trucs que je lance pas. Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Ouais, un truc qui te tenait à cœur, mais que finalement, tu sais que ça aurait fait zéro vente, tu vois. Ouais, enfin, un truc j'avais lancé qui s'appelait Vidéo Snack. Ouais, j'ai vu, je suis tombé dessus. Ah ouais, Ouais, c'est vrai. Bon, Vidéo Snack, c'était quoi? C'était un, enfin un site que j'avais fait sur Webflow en CMS ouais, quand je découvrais encore Webflow. Et en gros, je faisais une liste des meilleures vidéos que je trouvais en ligne.
Donc plutôt que faire un algorithmique, plutôt que faire une curation, une sélection des vidéos de façon algorithmique par YouTube, je le fais de façon manuelle par des gens qui ont des bons goûts, etc. Et là, aucune vision sur la monétisation, Ouais, aucune vision sur comment faire que ça vive une vie par lui-même, ce projet après, et qu'il soit indépendant. Euh, Enfin, j'avais pas du tout réfléchi à ça. Donc forcément, après 2 semaines à avoir construit ça, je l'ai même pas lancé quelque part. Il est juste là et puis c'est un projet mort avant même qu'il soit lancé, quoi. Voilà. C'est un ouais. projet kiff, mais débile. Euh, Mais moi, j'ai une vraie réflexion là-dessus. Je me dis, finalement, c'est ce type de projet qu'on fait à chaque fois, c'est un peu des briques, tu vois. C'est ce qui fait notre parcours. C'est parce que tu vois, Complètement, ouais, ouais. Non, t'as mais oui. fait, tu vois, c'est que tu as fait ce projet-là, tu l'as développé, que tu as acquis de nouvelles compétences, j'imagine, sur Webflow et que quelques années plus tard, quelques mois plus tard, tu dis, bah tiens, je vais faire un cours en ligne sur Webflow. Finalement, l'objectif, c'est de faire. Non, mais bien sûr, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais moi, maintenant, mais oui, oui. Euh, je veux vraiment différencier les experiments, Hmm, les, les expérimentations que je vais faire sur 1 ou 2 jours. Je vais rentrer à fond dans un outil, bien sûr. le tester, et les produits que je veux lancer. Et moi, l'idée, quand je parle de Tiny Products, un synonyme de ça, c'est une créature. Enfin, je Hmm, veux, plutôt que faire une création, une créature, c'est quelque chose vraiment qui vit une vie bien sûr. par elle-même. Hmm, Et le Notion Pack, maintenant, est une créature. C'est-à-dire qu'elle vit une vie complètement indépendante et je veux atteindre ce, cet idéal de système autosuffisant où moi, je me suis juste penché sur les conditions initiales et tout le reste, en fait. Voilà. hmm. Non, mais je trouve ça intéressant d'aborder le sujet parce que tu vois, tu vois, il y a toujours ce côté, imagine, on écoute un podcast et on entend quelqu'un qui dit j'ai fait 40K en vendant un pack Notion. Sauf que les gens, ils voient pas Oui, il est fort, ouais. ils voient pas le travail que tu as fait avant. C'est-à-dire En amont, que ouais. les 40K que tu as fait sur Notion, même si ça a complètement rien à voir, c'est quand même parce que tu as fait des projets, Ouais, que t'as complètement. certains pas lancés, que certains que tu as lancés et que tu as échoué. Et du coup, je trouve que c'est important de dire aux gens, et c'est ce que tu fais d'ailleurs via ton blog et via ton contenu, de dire bah, faites quelque chose, tu vois, pour ceux qui n'auraient pas encore lancé, qui ont peur, et n'ayez pas peur bah, de ne pas faire 40K au premier projet que vous lancez. Donc, Une, tu vois. une des phrases, c'était même un sous-titre de l'article sur les Tiny Products que j'avais écrit qui a vachement résonné, c'est less moonshots, more shots, less moonshots, plutôt dans cet ordre-là. L'idée en fait que les moonshots, c'est cette idée grandiose que tu as depuis 2 ans de la startup que tu veux monter qui va révolutionner le truc. Mm. Et finalement, ces produits-là, enfin, ces idées-là, moi aussi j'en ai et j'en ai eu. euh, Enfin, souvent, c'est pas qu'il ne faut pas en avoir, mais elles riment souvent à rien et c'est souvent juste des projets intellectuellement super stimulants et plutôt faire des petits shots, plutôt s'entraîner à faire plus euh, ouais, Petit s'entraîner produit, plus ouais. Ouais. sur des petits produits et je pense que ça, c'est un bon conseil. Ouais. Bah, tu vois, des fois, ça peut être une vidéo YouTube, des fois, ça peut être un petit, je sais pas, un fichier Excel que tu voudrais vendre sur Gumroad, parce que c'est possible. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à faire. Et, euh, et du coup, je voudrais bien aussi qu'on aborde un sujet qui est assez intéressant, sur lequel je vois pas mal de contenu. C'est la notion de, alors tu me dis si je me trompe, mais de productiser un service. Ouais. Tu vois, c'est de se dire que tu vends ton temps, comment est-ce que tu peux en faire un produit sur lequel tu peux optimiser des choses. Et toi d'ailleurs, c'est ce que tu as fait avec un service que tu proposais ou que tu proposes et que tu as transformé en espèce de hotline. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, complètement. Euh,
productiser un service, donc tu as le mot produit, et c'est cette idée que euh, en tant que client, tu vas te retrouver avec une offre qui est un peu euh, streamlinée, standardisée, avec une expérience client qui est euh, un peu à la limite d'un SaaS, d'un produit. C'est-à-dire tout est fluide, il y a peut-être une interface même dédiée à tes requêtes. Tout est très rapide. Donc tu as Mm. cette notion aussi de oui, de vitesse euh, qui est possible que quand tu as un besoin très spécifique, très scopé, dans le sens où défini. Tu vas pas faire un product as service sur euh, un truc très large, genre, je sais pas, l'élaboration d'une marque et d'un site web pour une grande agence de je sais pas quoi. Non, tu vas faire peut-être un product as service sur euh, les thumbnails de YouTube. Et ben, du coup, tu as identifié et mis en place 6 étapes pour faire une thumbnail YouTube. Tu as besoin de 3 inputs de ton client, c'est-à-dire le titre de la vidéo, une image et je ne sais quoi. Et ton output, c'est cette image en 1280 par 720 pixels. Euh, et du coup, tu as presque. L'idéal dans un product as a service, c'est que tu as limite une interface sur le site web où tu uploads tous tes inputs, donc le titre de la vidéo, l'image, et en output, 24 heures après, tu as ton, ton image dans ta boîte mail. Voilà. Donc euh, c'est couper une offre en plusieurs sous-offres Mm. qui sont répétables, qui sont beaucoup plus claires, beaucoup plus transparentes. Euh, et, euh, et voilà. Et l'idée, c'est que en fait, ton client, il se dise, ah bah tiens, c'est exactement ça dont j'ai besoin. Ça va être beaucoup plus rapide que parler à une agence. Et Mm. du coup, en tant qu'individu, enfin en tant que freelance, tu peux faire en quantité, avoir beaucoup plus de clients en quantité, peut-être à euh, des plus petits Montant, prix, non? montants, mais Ouais. finalement ça le vaut. Voilà. Ouais, Et c'est marrant. donc, Ouais. ouais, Non, c'est pardon. marrant que tu parlais des thumbnails YouTube, parce que c'est un sujet sur lequel en ce moment on essaie de bosser. Mais tu vois, l'idée qui revient souvent, tu vois, dans des groupes ou Facebook sur lesquels on parle de product service, c'est bah, ce SaaS dans lequel tu payes un abonnement et grâce à cet abonnement, tu as le droit à tant de design, tu vois. Ouais, complètement. Et en gros, tu te connectes sur le site, tu remplis le formulaire, tu dis je veux ça, et voilà, tu as le droit à 10 designs par mois, et c'est un abonnement qui tourne. Donc c'est un peu l'exemple type qu'on pourrait avoir de product services. Et toi d'ailleurs, c'est quoi le type cette réflexion-là t'a amené à lancer ce type de service? C'est quoi exactement? Ouais, moi je me suis dit plutôt que faire un product as service qui soit euh, euh, contraint par le type d'output que je vais avoir, c'est-à-dire un site web ou une thumbnail YouTube. Je veux un product as a service qui soit contraint par le temps. Et donc je me suis dit, euh, le mieux pour plus me prendre tant la tête avec les clients, même si je les adorais et que j'ai plus de temps pour moi-même, c'est de passer de clients normaux à des appels de 2 heures. Et donc ce que Hmm. je fais depuis 9 mois, et j'ai comme ça 2, 3 appels par mois, voire plus là en ce moment, euh, d'appels que je facture maintenant 400 $ pour les 2 heures, euh, où juste on va collaborer, co-créer, que ce soit un site, une marque, des trucs sur lesquels moi je suis compétent, avec un client pendant 2 heures, un truc, et à la fin de l'appel, voilà, ils vivent leur vie, je vis leur vie. S'ils ont C'est envie de fini. réempiler, voilà, c'est fini. Si ils ont envie de réempiler avec 2 heures, très bien. On peut refaire 2 heures en plus à un autre jour. Mais ça m'a complètement libéré dans le sens où euh, voilà, à la fin de l'appel, moi, je me remettais à bosser sur mes propres projets.
Et donc, c'est une approche que je conseille à plein de gens. Finalement, il faudra peut-être que j'écrive un bel article là-dessus parce que j'ai pas réussi encore vachement à pousser les gens à faire plus Ouais. ça dans mon entourage. Mais moi, je suis convaincu de cette approche, quoi. Bah, tu sais, d'ailleurs, tu as fait un thread Twitter là-dessus. Moi, ça m'a poussé à creuser le sujet et Cool. à regarder un peu plus en détail. J'ai vu que tu utilisais un outil qui s'appelle Super, Pierre. Ouais, Super Peer, tu vois. Et du coup, c'est intéressant parce que tu vois, finalement, il y a même des outils qui s'adaptent à ça, où en gros, c'est une ouais, plateforme sur laquelle tu as un profil, tu choisis une date, tu rentres ta carte bleue et tu as le visio qui va se faire à ce moment-là. Il y a des notes, etc. Bon, après, tu peux toujours bricoler ça avec un calendrier ou autre, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus adapté à ce type d'offre. Et d'ailleurs, ça pourrait être intéressant, même pour des gens qui sont salariés, qui ont une expertise, de proposer ce type de service. Mais ça, c'est la théorie. J'ai envie de te dire, en pratique, comment est-ce qu'on en arrive là à se dire, OK, je vais proposer mes services et je vais avoir des clients qui vont arriver. Parce qu'on ne démarre pas du jour au lendemain, il faut avoir une expertise, il faut avoir une certaine visibilité, crédibilité. Comment toi, est-ce que tu as pris cette décision ou comment est-ce que tu conseillerais des personnes de se lancer sur ce sujet-là? Mais donc, pour mieux comprendre ta question, c'est se lancer en tant que personne qui offre ses services plutôt que se lancer sur ses appels de 2 heures. Sur ces appels, sur un type de consulting de 2 heures ou Ok. 1 heure, en tout cas, comme ça, comme toi. Et donc, pourquoi passer de Hmm, clients normaux à ces appels de 2 heures? Alors, effectivement, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont déjà des clients normaux, Ouais, mais d'ailleurs, très bonne question. Est-ce qu'on peut passer de rien, entre guillemets, à ces appels de 2 heures. à ces appels de 2 heures? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut lancer de zéro? C'est une bonne question. Moi, je pense que, enfin, c'est pas idéal. Vaut Ok. mieux avoir l'expérience quand même du client qui va, je sais pas, t'es copywriter ou t'es développeur, bah se faire vraiment les 2 mois avec un client à comprendre le début, la fin, la relation client, et pas avoir juste un client, en faire deux, trois. Ça donne confiance après. Ça donne Ok. confiance pour après passer sur ces appels de 2 heures. Je pense que passer direct sur ces appels de 2 heures, peut-être que tu n'auras pas l'expérience ou pas Hmm. voilà, le flow. Euh, ouais, Ouais, c'est ouais, intéressant. C'est de se dire que finalement, ce que tu vends dans tes dans tes calls de 2 heures, c'est justement l'expérience que tu as eue en tant que freelance. ouais, Au-delà de l'expertise, ouais, c'est que tu ouais, sais ouais, accompagner un client, quoi. complètement. Complètement. Ok. Après, moi l'expérience maintenant, je la crée, je l'ai plus en créant mes propres produits. Et peu à peu, les gens qui commencent à booker mes 2 heures comme ça, ils viennent parce qu'ils ont vu que j'ai fait ce produit-là. Ils Hmm. adoraient le design de cette landing page. Et donc, voilà, c'est peu en train de se faire comme ça. Ouais, toujours cette boucle de hyper freelance finalement, tes nouveaux produits te ramènent des clients freelance, etc. Exactement. Et là, tu vois, je pense que bientôt, je vais commencer à avoir enfin, des appels de 2 heures pour des gens qui veulent des conseils sur les vidéos YouTube ou des gens qui viennent pour comment faire sa formation en ligne. Donc, tu vois, bon, Gumroad, pareil. Ouais. Voilà, par exemple. exactement. Ok, Et et est-ce... là-dessus, un petit Hmm. bonus intéressant, c'est que moi, j'utilise un stack d'outils qui est vraiment idéal pour la collaboration live sur la co-création. J'utilise Figma, voilà, que ça soit pour faire un site ou pas, pour une image de marque ou pas. Le moment où tu as un grand espace où tu peux mettre des images, où tu peux écrire ensemble, tu peux zoomer, dézoomer, c'est génial. Et tu as vraiment l'effet magique de waouh, on collabore, on crée quelque chose ensemble. Donc le Ouais. Figma obligatoire pour créer quelque chose. L'outil en visio que j'utilise pour vraiment avoir une sensation qu'on est dans la même salle, c'est Around. Ok. Around.co, AROUND.co. Ça, plutôt qu'avoir un zoom sur une autre fenêtre, tu as la petite bulle de ton visage qui flotte sur ton Figma. Pareil, super pour la collaboration. Et puis après, moi j'aime bien dans Around, tu peux prendre des notes un peu comme sur Google Docs où tu vois ensemble, enfin, qui écrit quoi en live et donc prendre les notes là-dessus.
Avant, je le faisais sur Notion, maintenant je le fais directement dans Around et toutes les notes après sont envoyées par email à la fin de l'appel, donc super pratique. Ça, c'est vraiment les deux outils phares. Et puis, si jamais on élabore un site, l'outil vraiment super pour organiser tout, que j'utilise, qui est encore plus rapide que Figma pour la conception de site, c'est Whimsical. Donc voilà, un autre outil un peu bonus euh, que je conseille. Trop bien. Mais écoute, on mettra tous les liens dans la Cool. description sur le site de 10 000 heures. Et tu sais, on est dans un podcast où on parle de side project et de petits projets. Donc, on va continuer un peu Ok, d'explorer les let's projets do it. que tu as lancés. Il y a un projet, moi, que tu as lancé, que j'adore, que je trouve innovant. Enfin, innovant, tu me diras, peut-être toi, tu as benchmarké, donc pour toi, c'est peut-être pas si innovant, mais en tout cas, que je trouve assez original, c'est la radio que tu as Ouais, lancée. ouais, Tu as lancé une. C'est marrant, on est d'accord. Que tu as lancé une radio dans laquelle on peut enfin, écouter de la musique et pour travailler, etc. J'en avais vu une autre d'ailleurs dans ce type-là après, mais je trouve que c'est intéressant. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Raconte-nous un peu l'histoire. bah, enfin, l'histoire, c'est moi souvent quand je travaille, je mets de la musique. Depuis longtemps, je partage mes playlists avec mes potes. Et depuis très longtemps, je partage notamment mes playlists de boulot à ma mère, qui bosse aussi avec les musiques. Et là, c'était un peu au fil d'une conversation avec ma mère un matin, euh, de partager ça à plus de gens. Et donc, j'ai fait des recherches et je me suis dit, en fait, ça serait trop cool de faire une radio en ligne où tu y vas pour être dans un bon mood, quoi. Et il Ouais, y avait deux, trois features que je trouvais intéressant à mettre, c'est que tu puisses toi-même proposer des musiques et que tu puisses aussi proposer des illustrations qui apparaîtraient, donc une radio un peu visuelle. Pareil, moi, enfin, j'aime bien me dire que je construis des systèmes qui sont un peu autosuffisants. Et donc là, le fait d'avoir des gens qui puissent eux-mêmes uploader, enfin, proposer des musiques, ça pourrait faire un truc sur lequel moi, j'ai pas besoin de rebosser après. Et donc, j'ai lancé ça avec une option en plus parce que c'est un coût, en fait, j'utilise un service qui, euh, qui me permet de faire une radio en primé. ligne qui Ouais. s'appelle Radio King et qui a un coût, c'est 24 € par mois. Et là, pour que ça soit autosuffisant aussi, et que je ne paye pas 24 € par mois, euh, pour, j'ai fait un système où tu peux payer 8 $ pour avoir la playlist Deezer, Spotify, YouTube directement. Tu peux après rajouter sur ton propre. Voilà, et tu n'as pas besoin d'aller sur la radio. Et oula, pardon. Et donc, voilà, enfin, le côté vendre une playlist musique, ça, du jamais vu. Il y a certaines personnes qui étaient très surprises. Personne n'était offusqué, finalement, tu la payes ou tu la payes pas, on s'en fout, quoi. Hmm. Mais voilà, j'ai dû vendre, je pense, 30 playlists comme ça. Ok. Euh, donc, ce qui a payé pour la radio pour quelques mois. Mais voilà. Et là, j'ai envie de faire une update bientôt, à rajouter des features, rajouter plus de sons, faire un truc un peu plus social avec un chat et tout. Donc voilà, un petit upgrade à venir cette année. Mais écoute, c'est vachement stylé parce que là, pour le coup, j'allais dire, ça rentre pas forcément dans ton scope, mais finalement, si, parce que c'est encore une fois un moyen de proposer un environnement aux créateurs, aux freelances de pouvoir travailler. C'est comme ça que tu le vends Ouais, un peu, complètement, complètement. ouais. Moi, c'est des musiques qui me boostent, tu vois, et euh, avec lesquelles je rentre dans le flow et j'ai donc du coup des super idées. Donc si ça rentre dans l'objectif un peu de super créative. Puis moi, c'est un projet kiff. Ça m'a mis 3 jours à construire, Mhm. 2 jours à partager, à faire un peu la promo sur Product Hunt, LinkedIn et tout. Et donc, voilà, c'est un tiny tiny product, quoi. Ouais, trop bien. Et du coup, justement, c'est intéressant parce que j'ai une question, comment est-ce que tu vois Super Créative, c'est-à-dire la marque que tu as créée, que tu as lancée, dans laquelle tu rassembles un peu tout ce que tu fais. C'est quoi pour toi Super Créative?
Et ben, super créatif, je le vois, comme tu l'as dit, avant tout comme une marque. Euh, et j'ai vraiment envie de développer ça au fil des années et des décennies. C'est vraiment, je veux que ça soit une marque forte. Moi, ça me fascine les marques. Euh, Ikea, par exemple, c'est un exemple que j'adore. C'est une marque très très forte. Et j'ai envie que Super Créatif devienne une marque comme ça. Euh, et au fil des mois et des années, mon idée de ce que Super Créatif est évolue énormément. Au tout début, c'était une plateforme pour recruter des très bons designers. Puis ensuite, c'était juste pour moi, un moyen de facturer des projets design. Puis ensuite, c'est devenu un endroit où j'ai pu partager mes articles. Puis ensuite, c'est devenu et peu à peu, tu vois, ça évolue. Aujourd'hui, je dirais que c'est un portfolio d'outils. C'est un peu un univers, tu vois, dans lequel euh, moi je partage des ressources, des outils, avec un objectif, et ça c'est ce qui change plus maintenant, c'est de pousser les gens à être super créatifs. Donc ça c'est la constante parmi les variables. Donc pousser les gens à être super créatifs, le côté marque, marque euh, enfin, super quali pour les freelances, pour les designers, pour les gens qui veulent être créatifs. Et après, moi, à l'intérieur de Super Créative, c'est aussi une excuse enfin, pour lancer plein de produits, pour lancer un livre, pour lancer après une conférence, enfin, pour développer un univers, voilà, pour pousser les gens à être super créatifs. Donc, tu vois, une réponse assez longue, plus ou moins vague, parce que Mhm. c'est pour l'instant, voilà, plein de choses en même temps, et j'ai pas envie de le restreindre à plus que ça, parce que j'ai envie de faire plein de choses et j'ai envie de, voilà. La question que je me pose aussi, c'est du coup, est-ce que une entité sur laquelle tu te vois, par exemple, recruter, avoir des gens Ouais, Ouais. oui, oui, oui. Euh, Moi, j'ai très envie de rester tout petit, c'est-à-dire 4-5 personnes max. Euh, mais j'ai aussi, enfin, super créatif, ça pourrait devenir un marketplace où les gens publient des articles, partagent des outils créatifs. Je pourrais m'ouvrir, mais j'ai pas envie parce que j'ai envie d'avoir le dernier mot sur tout ce qui sort. Euh, et cependant, j'ai aussi envie de collaborer avec des designers incroyables. J'ai envie avec des développeurs talentueux. Et donc, ouais, moi j'ai envie en 2021, même là, j'avais un assistant qui m'aidait. Et là, j'ai envie d'avoir une recrue euh, pour développer plus, parce que j'ai des centaines, Hmm. sans rien, de vidéos à tourner. J'ai envie de tourner des centaines d'outils que je veux lancer. Et donc, voilà, à accélérer là-dessus. Ouais. Je suis content parce que tu vois, enfin, tu vois, des fois, quand tu es dans ton coin, tu te dis, bah, tu vois, ce que je fais, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui le font. Du coup, tu vois, essayes de t'identifier Complètement, ouais. finalement à des gens. Et en ce moment, bah, il y a plein de marques, de gens, tu vois, enfin, de personnes qui créent leur propre marque, tu vois, qui se posent pas la question de savoir est-ce que je vais recruter, est-ce que je vais lever des fonds, est-ce que je vais avoir des bureaux, tu vois. L'idée, c'est juste d'avoir une marque et de rassembler un peu tout ce que ces personnes font. Tu vois, il y a plein de personnes qui ont une marque et dans cette marque-là, ils lancent plein de side projects, de tiny products, un peu des indie hackers. Tu penses à qui? Nous, c'est ce qu'on fait aussi. Bah, je pense à. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais une personne qui faudrait que je retrouve et que je mettrai le lien dans la Cool. description, qui a lancé un pack. Je sais pas si ça te dit quelque chose, mais qui a lancé un pack GDPR, Unmake, je Ah crois. ouais, il m'avait envoyé un message sur Twitter, je me suis son prénom aussi. Ouais. Alors, attends, Unmake, qui est donc la marque de Antoine Ah oui, 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 c'est Milkov. ça, Antoine, qui fait Voilà. partie, je crois, qui faisait partie de Mozza. Ok. Ouais. Et tu vois, sur ce site-là, il va mettre ses derniers projets. Et tu vois, il y a quelques années, tu vois, ça aurait été
incohérent finalement d'avoir un site et dans ce site, tu as plein de produits différents, etc. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez courant. Toi, sur ton site super créatif, tu as un certain nombre de projets qui sont listés, qui sont différents aussi les uns des autres, même si ça reste cohérent. Nous, avec Marine, on a lancé 10 000 heures. Donc nous, la seule différence, c'est qu'on est deux, mais qu'on développe des projets ensemble. Et tu vois, on se pose plus cette question-là. Finalement, on lance des projets qui nous font plaisir, qui répondent à un besoin. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui a Ouais, changé. Tu vois, il y a quelques années, on t'aurait dit, bah, qu'est-ce que c'est? Tu montes une start-up, qu'est-ce qu'elle fait? Ta start-up, elle répond à quel besoin? mais ça, Et ça, ça aujourd'hui, c'est plutôt j'adore que cool. Je tu sais dis pas ce que ça tu en parce que, penses. en fait, pour moi, c'est une idée vraiment qui délivre, enfin, une idée très Ouais, forte, libératrice, ouais, je comprends. libératrice. Au tout début, moi, je me disais, ah bah mince, il faut que je fasse une start-up. Et du coup, il faut que je passe Hmm. par un accélérateur. Du coup, il faut que j'ai des bureaux. Du coup, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Mais on s'en fout, on s'en bat les couilles. Il faut juste vraiment Hmm. te faire kiffer, créer des produits que tu as envie de faire. Et tant que ça offre de la valeur, ça offre de la valeur. Après, on s'en fout du reste, tu vois, que tu sois en remote, pas en remote, que tu fasses un accélérateur, pas un Hmm. accélérateur, que tu fasses une marque, pas une marque. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, c'est ce qui nous permet, par exemple, aujourd'hui, moi, d'enregistrer ce podcast alors que je suis à Séville. La semaine prochaine, je serai au Portugal. Enfin, tu vois, c'est des choses que si tu te bloques à ce que font les autres, à ce qu'on doit faire finalement, c'est-à-dire, bah, entre guillemets, monter une start-up, bah, tu vois, tu te restreins sur certaines choses, tu sors pas certains projets parce que c'est pas cohérent, etc. Donc, c'est plutôt cool qu'il y ait différents points de vue sur ce Hmm, sujet-là, en tout cas. complètement. Bon, après, on peut monter une Ouais, start-up bien aussi, sûr. hein, c'est pas un problème. Mais en tout cas, voilà, l'objet de ce podcast, c'est de parler finalement des side projects et des gens qui lancent des projets en parallèle et finalement de libérer aussi la parole sur ce sujet-là, de ne pas avoir honte de lancer des projets en parallèle. Tu sais, moi, une des remarques que j'ai reçues il y a quelques années maintenant, qui m'avait marqué un peu, quand je disais, ah bah tiens, ça, ce truc, ça me plaît, je kifferais lancer ce genre de truc, et qu'on me dise, oui, mais toi, tu fais tout, tu vois, dans le sens où tu te disperses. Alors que moi, mon kiff, c'est de lancer des projets, tu vois, et parfois de passer à autre chose aussi, hein, tu vois, ce qui est pour différentes raisons. Mais finalement, de se dire, ok, j'ai lancé ça, j'ai appris des choses, c'est dans mon background, entre guillemets, c'est dans mon expérience, j'ai déjà fait ça, maintenant je peux avancer et monter en compétences et monter sur Hmm. différents projets. Demain, si tu montes, toi, par exemple, je sais pas, imaginons, tu lances une école, une vraie école avec des bureaux, machin et tout, eh ben, ce sera quand même grâce à ton expérience de cours en ligne, de cohorte, etc., où tu as appris certaines choses. Enfin, je donnais cet exemple d'école, mais ça peut être plein de projets différents. Euh, je suis d'accord. Moi, je me suis donné comme compas. Tu sais, quand tu prends des grandes décisions, est-ce que tu regardes une carte ou tu suis un compas? Euh, de pas tant me dire, ah bah tiens, il faut vraiment que je construise un max de projets, mais plutôt de me dire, optimiser tout pour apprendre. Et dans ma vingtaine, si je peux prendre un projet parce que je sais que je vais apprendre quelque chose, il bah, faut que je le fasse. Et si j'ai deux Mm. projets et il y en a un sur lequel je sais que je vais apprendre plus que l'autre, bah, du coup, même si l'autre il me rapportera plus d'argent, me fera plus de connexions, le truc c'est toujours apprendre. Et je pense que c'est peut-être le même état d'esprit dans lequel tu es toi. Ouais. Ouais, carrément, carrément. Et j'espère pouvoir bah, continuer à apprendre avec ces side projects et surtout avec ce podcast en rencontrant plein de personnes. Et tu vois, ça me permet de. Moi, ce podcast-là, il est fait aussi de manière un peu, j'allais dire égoïste, tu vois, parce que c'est dans un premier temps pour rencontrer des gens, échanger avec eux, voir comment est-ce qu'ils ont lancé des projets, et dans un deuxième temps aussi de le faire partager un peu ces conversations. Donc voilà, je continue à apprendre et aujourd'hui, on a passé un petit peu de temps là-dessus, on a appris pas mal de Cool, choses. mais pour revenir à ce que tu viens de dire, les side projects comme véhicule d'apprentissage, ok, complètement, ça a complètement du sens. Et je pense que c'est une idée parmi les freelances ou les indie hackers qui est déjà assez établie et qui est une bonne idée, quoi. Euh, Là où je pense qu'il faut, j'aimerais qu'il y ait une autre idée qui vienne se superposer à celle-là, c'est l'idée que, en fait, ces produits, ces side projects que tu lances, ils peuvent en fait te faire vivre vraiment. Euh, Carrément, et carrément.
Alors, moi, j'ai pas du tout envie de rentrer dans le coaching financier ou optimisation de sa vie, de son revenu, etc. Mais c'est vrai que de mon expérience là avec le Notion Pack et ses produits, c'est vrai que c'est carrément libérateur. Et donc, si moi, en passant un mois à faire des produits qui après me payent pendant une année de salaire, et tout le reste du temps, c'est du temps que j'ai pour faire des vidéos créatives, me faire kiffer à écrire un livre, faire des choses qui ont pas forcément une vision monétaire directe, euh, ouais, c'est génial, quoi. Ça vaut la peine. Donc, de Ouais. cet aspect-là, euh, ouais, je trouve ça intéressant de pousser aussi le side Hmm. project comme potentiellement un truc qui te fait vivre. Carrément. Franchement, c'est vraiment l'idée. Et c'est pour ça aussi tout à l'heure que j'ai abordé le fait que tu as eu d'autres projets avant. Parce qu'en fait, je veux pas vendre le fait de tu lances un side project, tu peux te faire 40K aujourd'hui, tu vois. Ça peut arriver, mais ça peut être, tu vois, c'est vraiment aléatoire. Par contre, ce que je veux vendre, c'est lance des side projects, apprends, casse-toi les dents, perds de l'argent, et à un moment donné, un de tes side projects que tu vas faire, tu vas avoir le déclic et tu vas dire, ok, j'arrive à conceptualiser, à monétiser Mm. le projet. Maintenant, quand je lance un side project, c'est pour apprendre, mais c'est parce que j'ai défini un besoin, un problème que je veux résoudre, et voici la solution. Et en fait, pour moi, il y a tous ces side projects que tu as lancés dans ta vie en tant qu'étudiant, en tant que salarié, etc., qui t'ont permis d'apprendre. Et après, le point sur lequel toi tu arrives, qui est de se dire, OK, maintenant, comment est-ce que je gagne de l'argent avec ces side projects qui sont, soit il y a différents modèles, c'est soit tu es salarié et tu as des side projects et ça te fait un complément de revenu, soit tu es hyper freelance finalement, et c'est cohérent avec ta carrière de freelance et tu lances des side projects et ça te ramène des clients et ça te permet de gagner de l'argent, ou soit tu as un indie hacker aussi. Indie hacker, ça veut dire vraiment tu vas faire que de lancer des projets euh, avec plus ou moins de temps sur certains projets et de se dire ok, j'ai lancé certains projets, maintenant je suis sur un projet principal ou pas d'ailleurs, tu vois. Donc plein de petits produits. Donc voilà un peu comment je sais pas ce que tu en penses un peu des différents modèles qu'on pourrait avoir finalement. C'est une question large, ça. Oui, 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 bien sûr. C'est un peu, voilà, c'est plus ma remarque, tu vois. C'est pas vraiment une question. C'est un peu comment est-ce que moi je vois les choses et comment est-ce que je vois les personnes qui nous écoutent qui pourraient, euh, vers quelle direction est-ce qu'ils pourraient aller, tu vois. Mm. Tu vois, Indie Hacker, c'est pas un truc en France qui est super développé. Il y a quand même un environnement tech, startup, dans lequel beaucoup de personnes Ouais. connaissent Indie Hacker, mais tu as encore plein de gens qui ne savent pas, qui connaissent pas ce mouvement-là, Moi, par exemple. bah forcément, j'ai envie de dire, avec l'hyper freelance, c'est un super moyen de se lancer là-dedans parce que tu construis une expertise par le freelance, que tu partages plein de choses. Euh, voilà, pour moi, l'hyper freelance, c'est un bon moyen de s'y mettre. Hmm. Euh, et on en parlait au téléphone il y a quelques mois, mais je pense qu'il manque encore une philosophie cohérente de l'artisanat digital. Euh, parce qu'on n'a pas encore de rituel, on n'a pas encore de symbole, parce que on est encore qu'au début de tout ça. Mais moi, j'ai envie de donner des mots et d'essayer d'expliquer ce que ça pourrait être cette philosophie de l'artisanat digital et qu'est-ce que c'est que de créer des produits et en fait quelle est une perspective philosophique au truc, quoi. Euh, Hmm. donc c'est quelque chose sur lequel je travaille de façon sous-jacente, peu à peu. J'aimerais bien écrire vraiment un bon truc là-dessus, ouais. Mais écoute, hâte de voir ça. Et puis je pense qu'on se partagera un peu notre travail là-dessus, tu vois, que ce soit via le podcast, les vidéos YouTube, les articles, etc. Donc hâte de contribuer à ça aussi, tu vois, au fait de permettre aux gens de voir qu'il y a une autre route possible. Donc voilà. En tout cas, merci Cool, beaucoup Ben merci Amine. pour ton temps.
pour tes conseils aussi, parce que je pense qu'on a appris énormément de choses, on a découvert aussi énormément de choses, mais tu as plein d'autres projets aussi. J'invite les gens à aller regarder ton site, donc supercreative.design. On mettra effectivement le lien. On n'a pas parlé du merchandising, de tes différents... Enfin bref, je laisserai les gens regarder. Il y a plein d'outils sur lesquels tu peux aider les gens à se lancer, donc c'est vraiment cool. Merci Cool, encore. bah merci à toi. Et puis ouais, c'était une chouette conversation. J'ai l'impression d'avoir un peu trop parlé, mais bon. Non, t'inquiète, c'est le but, hein. C'est de parler justement dans ce podcast et de partager ce qu'on ressent sur ces sujets-là. Si ça peut inspirer ne serait-ce qu'une personne, c'est déjà que l'objectif est atteint. C'est vrai, t'as raison. Merci beaucoup Ben, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis je te dis à très Ciao. vite. Ciao. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project, dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs, notamment dans notre coworking virtuel du samedi matin. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre Side Project, rejoignez-nous sur samedi.club.